Salut à toi, jeune aventurier, tu reviens encore dans ma taverne, t'as encore besoin d'infos? Eh ben, je vais t'enfiler. Cette fois, c'est sur le loot de Flesh and Blood. En effet, Flesh and Blood, c'est un TCG. Donc, qui dit TCG dit carte plus ou moins rare. Donc, Flesh and Blood ne déroge pas à la règle. J'espère pour toi que t'as mis des points de cara dans ta luck, parce que tu vas en avoir besoin pour certaines cartes très très rares. Donc, Flesh and Blood a plusieurs niveaux de rareté, hein. On va commencer de la plus commune à la plus rare. Donc il y a les tokens. Donc les tokens, c'est vraiment, voilà, c'est les jetons, donc ce qu'il y a de plus, ce qu'on trouve partout, hein, dans la plupart des TCG. Ensuite nous avons les communes, qui sont les cartes les plus communes, hein, du jeu. Ensuite nous avons les rares, les super rares, puis les majestiques, puis les légendaires, et puis les fables, les fameuses cartes les plus rares à looter dans Flesh and Blood. Donc par extension, en fait, il y a les boosters, et les boosters sont toujours construits de cette façon. Un booster de Flesh and Blood contient 16 cartes. Dans ces 16 cartes, il y a un token, 4 communes, 7 communes de classe. Donc les 4 que je t'ai dit d'avant étaient les génériques. Ensuite, nous avons une rare, puis une autre rare, ou super rare, ou majestique, ou au-dessus. Ensuite, nous avons un équipement et ensuite une premium foil. Donc, parmi toutes ces cartes, en fait, voilà, tu auras accès à une carte foil, donc une rainbow, par exemple, hein, ou une cold foil. Mais ça, je t'en parlerai après. Donc, bien entendu, c'est bien compliqué pour avoir les fables. Si on passe ensuite à l'extension suivante qui est Arcane Rising, elle contiendra 14 tokens pour l'extension entière, bien entendu, 128 communes, 48 rares, 15 rares, 10 majestiques, 5 légendaires et une fable. Donc tu vois, une fois qu'on arrive au niveau des super rares, en fait le quota est approximativement pareil. Et pour terminer, la dernière extension qui est Crucible of War contient, elle, 103 communes, 56 rares, 36 majestiques, 2 légendaires et une fable. Donc voilà pour un petit peu le loot, pour savoir un petit peu où looter exactement. En plus de ça, petite info gratuite du tavernier, les starter decks qui sont disponibles dans Flesh and Blood n'ont pas de cartes exclusives au starter deck. Toutes les cartes du starter deck, tu pourras les retrouver dans Welcome to Wraith, hein. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc au niveau des achats, tu peux te dire que bah voilà, si tu as pu tester le jeu, par exemple sur Tabletop Simulator, et que tu te dis bon, bah voilà, j'ai testé le jeu et j'aimerais bien tout de suite me faire un deck, et ben tu n'es pas obligé, ça peut aider en fait à avoir déjà une bonne base de jeu d'acheter les starter decks, ce n'est pas un mauvais achat, mais il faut que tu saches que en final, c'est des cartes qui vont être que tu vas retrouver en fait dans l'extension Welcome to Wraith. Donc il n'y aura pas de bonus d'acheter des starter decks, il n'y aura pas de cartes spécifiques au starter deck que tu ne trouveras nulle part ailleurs, tu les retrouveras toutes dans la première extension. En ce qui concerne forcément les cartes plus ou moins rares, certains aventuriers ont pu passer dans la taverne et me dire « Mais tavernier, à ton avis, est-ce que les loots de rares, légendaires, majestiques et surtout les fables, qui sont très très rares à looter, sont intéressantes ?» Alors tout dépend. Tout dépend, bien entendu qu'elles sont intéressantes pour tous, parce qu'au final, elles sont rares. Donc si on prend l'exemple des fables, on a la chance de l'avoir, donc c'est exceptionnel. C'est vraiment avoir une luck pas possible de les looter. Mais en termes de gameplay, c'est pas ouf au final. C'est pas ouf du tout. C'est des cartes qui sont plutôt... Voilà, c'est des gemmes, hein. C'est vraiment, je pense... je suis même sûr en fait que Flesh and Blood, dans Flesh and Blood, en fait, la Legend of Story Studio a voulu juste créer des cartes rares à looter, vraiment comme des véritables trésors, comme vous voyez là. Donc là, la première, c'est de la première extension, la deuxième de la deuxième et la troisième de la troisième. Donc là, il y a des gemmes, en fait, des gemmes à trouver. Donc voilà, si tu es à la recherche d'un véritable trésor, ces cartes sont vraiment faites
comme des trésors, puisque ce sont des gemmes qu'on ne trouve dans nulle autre carte. Et en termes de gameplay, voilà, ce sont des cartes que vous ne pouvez avoir qu'en un seul exemplaire dans votre deck. Donc vous pouvez les jouer. Elles servent généralement de ressources, hein, c'est marqué dessus, générique ressources. Donc elle permet d'avoir un pitch de 3 qui n'est pas anodin quand même. C'est quand même plutôt sympathique d'avoir ça dans son deck, d'avoir la possibilité de gagner 3 ressources sur une carte qui sert au final pas grand chose, parce que quand on regarde Heart of Yendal, sa capacité est que quand vous pitchez cette carte, si vous avez moins de PV que votre adversaire, vous gagnez 1 point de vie. Ce n'est pas énorme, hein, c'est vraiment rien du tout. Ça a limite aucun impact sur une partie. Ensuite, vous avez Eye of Ophidia, qui elle, par contre, est un petit peu plus intéressante pour certains types de decks, ou même en général quand même, c'est quand même une aide en plus, parce que quand on pitch Eye of Ophidia, on a option 2. Option 2, pour les joueurs de Magic, c'est l'équivalent du Scry. Donc ça serait Scry 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la possibilité de regarder la option 2, de regarder les 2 cartes du dessus de son deck, et de pouvoir soit les laisser au-dessus, pour pouvoir les piocher, savoir ce qu'on va piocher, en fait, soit on les met en dessous, parce qu'elles sont inutiles à notre prochain tour, ou c'est vraiment des cartes qui ne sont pas... Voilà, qui n'ont pas besoin d'être là pour votre setup actuel, donc c'est des cartes qui vont tourner autour de votre setup, donc qui ne sont pas obligatoires, donc vous allez les mettre en dessous. Voilà, donc ça par contre, Eye of Ophidia, je suis d'accord que cette carte est plutôt intéressante en termes de gameplay. Et après vous avez Arknight Shard, qui est par contre uniquement réservé à Viserai, donc au héros Viserai, qui est l'arcaniste, hein, ou le chevalier arcaniste, et qu'elle dit que quand vous pitchez Arknight Shard, vous créez un token Runechant. Donc voilà, c'est pas fou, en fait, les cartes fables ne sont pas folles, hein. Il y a vraiment rien d'exceptionnel, c'est pas du tout broken, mais ce sont des cartes vraiment, voilà, c'est des fables, des objets légendaires que vous ne trouverez très rarement, vraiment beaucoup de luck. Et au final, c'est plus pour les collectionneurs et pour forcément les revendeurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Flesh and Blood, en fait, a 2 types de production. On a l'alpha, ou les first print, si vous préférez, et les unlimited. En Europe, on va avoir les 2 premières extensions en unlimited, et chaque extension sortira au départ en version first print, donc en alpha, ou en first print, hein, c'est son véritable nom, et elles seront limitées en termes de production, et après justement vient l'unlimited, où l'unlimited ça produit en pack entier, vraiment à la chaîne. Donc en termes de, si vous êtes joueur, vraiment typiquement joueur, ça change rien à votre vie, vraiment clairement ça change rien à votre vie. Par contre, si vous êtes collectionneur et voilà, revendeur, vous êtes marchand, parmi les marchands, et bien là par contre ça devient intéressant, parce que les prix sont complètement fous sur Flesh and Blood. Mais quand je vous dis complètement fou, c'est complètement fou. Et forcément, ces cartes-là en first print, les prix sont complètement explosifs. Pour vous donner un exemple, Heart of Yendal peut se vendre. Alors, assieds-toi là, prends ton siège, assieds-toi, reste pas debout devant le comptoir. Heart of Yendal en version first print, donc vous ne la retrouverez plus jamais, à moins qu'il y ait des revendeurs qui en gardent et qui vous revendent les displays à je ne sais combien. Elle se revend jusqu'à 4500 $. Voilà. Wow, c'est énorme. Heart of Yendal First Print peut se revendre jusqu'à 4500 $, avec une moyenne d'à peu près 2000 $ sur eBay. Elle se revend. En version Unlimited, l'Unlimited, on est le 6, donc sort aujourd'hui. On n'a pas encore réellement de prix par rapport à l'Unlimited, parce qu'on ne sait pas si les impressions, le quota de loot dans les displays restent les mêmes qu'en First Print. Normalement, oui, mais on n'est pas sûr. Au tournage de cette vidéo en tout cas. Et donc, on peut en déduire que comme ce sera de l'Unlimited, donc plus de possibilités de l'avoir, le prix va être divisé par 2 minimum. Donc,
partons du principe que Heart of Fiendal se vend maximum en first print à l'heure actuelle 4500 $. Elle peut se revendre facilement 2000 $ maximum. Voilà, ça commence déjà un peu à fournir des prix sur les différents réseaux. Et j'ai vu passer des prix à environ 1000 $. La carte, parce qu'elle est extrêmement rare à trouver. Je crois qu'elle est de l'ordre de 1 pour 8 displays, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très rare à trouver. Mais c'est uniquement pour les collectionneurs. Donc forcément, oui, les prix s'envolent parce qu'en termes de jeu, elles ne servent quasiment à rien. Enfin, elles ne changeront pas votre jeu. Elles ne vous verront pas un effet violent, complètement broken pour votre deck. Ce sont vraiment des cartes exceptionnellement rares parce qu'elles sont rares. Ça s'arrête là. Et ça, c'est l'une des forces en fait de Flesh and Blood. Donc au-delà du marché collection, ce qui est normal. Le marché collection a toujours eu des prix plus ou moins fous dans un peu plus des TCG de toute façon. Donc en plus de ça, Heart of Fiendal, vous l'aurez. Pourquoi elle coûte 4500 $? Surtout parce qu'en fait, il y a elle arrive directement. Elle n'est pas en standard. Vous l'aurez uniquement en foil et ce qu'on appelle le cold foil, qui ne se trouve uniquement, cet effet d'impression ne se trouve uniquement dans les first print. Et ce cold foil, en fait, c'est le rainbow, vous allez avoir votre carte qui va briller, voilà, qui va faire un effet légèrement arc-en-ciel comme dans la plupart des TCG si vous êtes connaisseur. Par contre, le cold foil va être un effet un peu métallisé, métallique. Donc il n'y aura pas du tout l'effet rainbow, mais plutôt métallique autour de la carte, sur les effets métalliques de la carte. Voilà. Et vous ne trouverez cet effet-là uniquement dans les first print. Donc si vous êtes collectionneur, vous voulez vraiment collectionner Flesh and Blood, vous devez avoir les first print. Une fois que les first print sont finis, l'effet cold foil n'existera plus. Donc c'est pour ça que ces cartes-là, non seulement ces 3 cartes-là sont ultra rares, mais en plus de ça, elles ont un effet sur leur carte que vous ne trouverez pas dans les autres cartes. Donc tout ça mélangé fait qu'au niveau du terme de collection, c'est voilà, celui qui l'a, soit il la garde et il est déjà de base il sera hyper heureux de l'avoir parce qu'il aura une chance incroyable, mais en plus de ça, s'il décide de la vendre, il va se faire de l'argent facilement, voilà. Donc c'était la petite parenthèse au niveau des foils, enfin des fables. Après, en ce qui concerne les autres cartes rares, ultra rares, etc., ce qui est bien également dans Flesh and Blood, c'est que les ultra rares ne sont pas... elles sont très fortes. Elles sont très fortes, ça je ne peux pas le renier. Mais ce n'est pas parce que vous allez avoir un deck basé sur beaucoup de rares et ultra rares que vous allez forcément gagner la game. Il y a eu, j'ai vu passer sur certains réseaux, notamment sur Reddit, un mec qui expliquait que il a fait des parties avec un deck vraiment opti à mort, donc pas loin du net deck des decks qui sont sortis dans les tournois. Et il y est arrivé que quelquefois, pas tout le temps bien sûr, mais quelquefois il se prenait des tollés par des decks qui n'avaient uniquement que des rares communes, parce qu'en fait au final les Unco sont les rares sont l'équivalent des Unco chez Flesh and Blood, donc uniquement des communes, des rares et quelques super rares qui se baladaient dans le deck. Mais le joueur était tellement habitué à jouer son deck et à très bien le jouer qu'au final il lui a mis quelques tollés. Donc ça ne veut strictement rien dire. C'est clair que c'est fort, les cartes super rares, majestiques, etc. sont très fortes, mais elles sont coûteuses et en termes de jeu, donc en termes de coût, la carte coûte très cher de base, elle a des effets très puissants, mais forcément il faut les payer, et elles sont aussi chères à avoir au final, et rares à avoir. Donc tout ça fait que Flesh and Blood est plutôt un jeu bien équilibré, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo où je vous expliquais qu'est-ce qu'était Flesh and Blood, le jeu est vraiment articulé sur tous les aspects du TCG, que ce soit différents modes de jeu, que ce soit le jeu en lui-même, la collection et le niveau de rareté et le niveau des puissances des cartes. Le jeu est actuellement plutôt bien équilibré.
dans tous ces domaines. Sachant, contrairement à certains autres TCG qui peuvent sortir, qui peuvent avoir des cartes complètement dégénérées, et en plus de ça d'être rares. Donc là ça devient un problème au niveau de l'équilibrage du jeu, car tout le monde ne peut pas tomber sur l'ultra rare complètement broken de l'extension, et forcément au niveau des tournois etc, bah bon, techniquement les tournois, les gens ont des decks plutôt déjà optimisés, mais ceux qui viennent pour tester leur premier tournoi avec leur premier deck, bah, il peut y avoir une certaine frustration de ne pas tomber sur la carte en question, et surtout que de connaissance de joueurs de TCG, généralement, quand une extension arrive, elle a la carte complètement broken qui va faire le deck du moment, le deck de la méta, qui va être tier 1, voire tier 0, voire god tier, et que si vous n'avez pas la carte, en fait, vous allez vous faire rouler dessus. Pour l'instant, il se trouverait que Flesh and Blood est plutôt bien équilibré. Donc voilà pour vous présenter, je t'ai présenté, pardon, excuse-moi de tout avoir. Vous voyez en cours de route, hein, parce qu'il y en a dans le fond là qui écoutent, là, j'entends là, retournez picoler là, hein, je lui parle. Donc il n'y a que, j'espère que ça a pu t'intéresser en termes de loot, voilà, d'être au courant au final de ce que tu comptes looter dans Flesh and Blood et au final le résultat de tes loots. Donc au final, moi je résumerai en te disant que bah, quoi que tu looteras, tu seras content. Forcément, plus le loot sera haut, plus tu seras heureux, mais quoi qu'il arrive, tout ce que tu looteras sera la plupart du temps du bonheur. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Pour répondre à une autre question au niveau de Flesh and Blood, si tu as aimé ce petit cours de loot, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines discussions et mes prochaines informations sur Flesh and Blood. Tu payes ta shop et tu choisis, soit tu retournes à l'aventure, soit tu me payes une chambre pour notre prochaine discussion, et je te dis à très bientôt dans ma taverne.